Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de votre journal du JT Week-end. Au sommaire de l'actualité. Un atelier d'information et d'échange sur le renforcement de l'apprentissage s'est tenu à l'ICEBI. Et au moins 19 personnes ont trouvé la mort et 21 blessés la nuit dernière à minuit lorsqu'un bus est entré en collision avec un camion dans le nord de l'Ouganda. Bonjour, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le concours régional de l'Institut Sahamia Fondation sur la langue maternelle plus connue de Daris est enfin arrivé à Djibouti. Le centre de développement communautaire de quartier 5 a abrité la cérémonie de lancement officiel de ce concours initié et dirigé par l'Institut Sahamia Foundation et a pour vocation de mieux vulgariser l'apprentissage de la langue maternelle somalie. Cette première édition du concours régional sur la langue maternelle avait débuté à la fin de l'année 2022 et l'Institut a déjà organisé ce concours à dans plus de 17 villes de la Corne d'Afrique avant d'arriver à Djibouti. Les candidats composent leurs épreuves via une application mobile qui donne tout de suite le candidat à son résultat dans le but de mener un concours avec la plus haute transparence. Écoutez le président de la commune de Blas. Des questions et puis automatiquement le téléphone te donne ton résultat. C'est fait pour que la transparence soit au plus haut niveau. Donc nous remercions et donc nous informons que la commune, le ministère de la Culture et de la Jeunesse sont ensemble pour accueillir Sami Foundation qui organise cet événement. Donc ce programme est ouvert à partir d'aujourd'hui, demain aussi, après-demain. Donc tous les gens qui veulent participer peuvent aller au CDC de carte 5, au CDC de carte 7, au CDC de PK12. Et donc, bien sûr, il y a des prix à gagner. 3 prix à gagner, $3 000 pour le premier, $2 000 pour le deuxième et $1 000 pour le troisième. Donc, et il est ouvert à tout. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge aussi. Merci beaucoup. Et dans une réaction accordée à notre équipe sur place, Sahan, la coordinatrice du programme Daris sur la langue maternelle, a indiqué, je cite, « Je fais partie du personnel de l'Institut Sahamia Foundation et coordinatrice du programme Daris qui consiste sur la vulgarisation et le développement de la langue maternelle somalie. Nous sommes venus à Djibouti pour organiser un concours, faire participer donc les Djiboutiens à ce concours régional sur la langue maternelle somalie après avoir organisé ce même concours à plus de 17 villes de la Corne d'Afrique. Et dans l'actualité également, journée porte ouverte sur le jeu d'échecs dans le cadre des activités parascolaires. L'inspection de vie scolaire organisée aujourd'hui au collège de Sans-Fil une journée porte ouverte sur l'initiation au jeu d'échecs dans les établissements scolaires en collaboration avec le président de la Fédération djiboutienne des jeux d'échecs, Yassine Souleymane Hassan. Cette action s'inscrit dans la politique éducative prônée par le ministère de l'Éducation nationale qui ne ménage aucun effort pour saisir les opportunités pouvant permettre aux élèves de renforcer les apprentissages scolaires. Grâce à la pratique des jeux d'échecs, les élèves pourront développer leurs capacités cognitives dans le perfectionnement de la mémoire, de la concentration, de la persévérance. Par la même occasion, ils pourront notamment améliorer leurs habilités sociales telles que le fair play, l'esprit challenge. L'objectif principal de cette journée d'initiation au jeu d'échecs est de susciter la création des clubs de jeux d'échecs dans les différents établissements scolaires pour clore l'inspection de la vie scolaire par le biais de son inspecteur, a remercié donc la principale du collège, Sans-Fil, pour l'organisation très réussie de cette journée. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. En voici une.
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une journée porte ouverte aux jouets échecs. On a joué l'échec, on nous a appris comment faire bouger les pions et aussi comment on joue. L'inspection des vies vient de lancer aujourd'hui une journée porte ouverte d'initiation de jeux d'échecs. Dans le cadre de l'amélioration de la vie scolaire, recherche scolaire et de l'enseignement de qualité. Et nous prévoyons de continuer dans les semaines à venir dans différents établissements. Nous venons de commencer avec les 16 de Saint-Phil aujourd'hui, jouer aux échecs, faire apprendre aux échecs nos élèves permet d'améliorer leurs capacités cognitives, leurs capacités à mémoriser, leurs capacités cérébrales, leur esprit critique, et leur donne beaucoup plus l'envie à travailler. Et nous espérons à travers ce jeu, où des grands joueurs et des grandes personnes du monde entier ont su jouer et briller, que nos enfants s'épanouissent à travers ces jeux et l'éducation. Atténuation des chèques et le relèvement de la population vulnérable, c'est sous ce thème que la Semaine nationale de la solidarité 2023 sera lancée officiellement demain au Palais du Peuple. Une occasion pour le gouvernement et en particulier pour le ministère des Affaires sociales et des solidarités d'informer le public sur les multiples actions qu'il mène et vulgariser en même temps les priorités stratégiques de la politique du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté. La Semaine nationale de la solidarité est une initiative du chef de l'État. Elle est célébrée chaque année depuis 2008. Ainsi, du 8 au 22 janvier prochain, les responsables du ministère des Affaires sociales et de solidarité vont aller à la rencontre de la population de toutes les régions de l'intérieur pour recueillir donc leurs doléances, les écouter et faire un point sur les réalisations. Cette semaine sera axée sur les grands projets du gouvernement qui accompagnent et renforcent les capacités des plus vulnérables. Monsieur Aden Guélé, directeur de coopération par intérim au ministère des Affaires sociales et des solidarités, a été notre invité cet après-midi. National de la solidarité va débuter demain, le 8, jusqu'au 22 janvier. Et donc, cette semaine a été initiée par le président de la République, son Excellence Manuel Guélé, depuis 2008, depuis janvier 2008. Donc, ça fait maintenant presque vingtaine d'années qu'on célèbre cette semaine nationale. Et donc, qui a l'objectif premier, surtout d'informer, de sensibiliser et surtout d'écouter la population et sur les différentes politiques sociales que le ministère des Affaires sociales met en place. Et donc, ça nous permet, nous aussi, donc, de prendre les avis, d'écouter la population et également d'être à côté d'eux. Et surtout, puisque nous avons terminé une année 2022, donc plein d'actions, c'est le moment de s'arrêter un peu et donc d'écouter la population, de recueillir les informations. Et cela nous permettra aussi également de lancer nos activités de 2023. Et donc c'est quelque chose qu'on célèbre chaque année avec la population, également avec nos partenaires. Et recueillir donc bien sûr leurs doléances. Quelles sont les principales activités prévues lors de cette semaine? Alors il y aura plusieurs activités parce que le ministère des Affaires sociales, selon la vision du président, met en place plusieurs activités et surtout conformément à trois axes stratégiques, surtout la réponse aux crises qui sont très nombreuses ces derniers temps, donc également le développement communautaire et le développement des infrastructures sociaux
avec notre agence d'exécution, la DDS, qui joue un rôle très important. Et surtout, l'axe sur la résiliation et l'autonomisation. Donc, durant cette semaine de l'action sociale, il y aura des activités dans Djibouti-Ville, mais également dans les régions, des activités diverses et variées, donc des rencontres avec la population, des rencontres avec les leaders communautaires, avec les partenaires sociaux, mais également avec l'ensemble de nos citoyens djiboutiens qu'on souhaite partager avec eux cette période de fête pour le ministère des Affaires sociales et c'est quelque chose qui est très important aux yeux du ministère. Et dans le magazine de cette édition, nous allons faire le point sur la riposte du ministère de la Santé contre le cas de fièvre en cette période hivernale. Voici un magazine de la rédaction sur un commentaire de Djilani Mohamed. Nous avons effectué une immersion dans les urgences de l'hôpital général Pelletier afin de prendre le pouls de la situation épidémique du pays. En tête du peloton de notification des cas, on trouve le paludisme, la dengue et l'influenza A qui représentent plus de 80% des cas de fièvre enregistrés durant cette période hivernale au niveau des structures de santé. Dans les urgences, il faut noter que la gestion quotidienne de l'afflux de fièvre saisonnière est assurée pleinement parallèlement aux autres prises en charge en ambulatoire des pathologies médicales et chirurgicales. Et après 3 mois d'une riposte acharnée, force est de constater que la prévalence des cas de fièvre commence à s'estomper avec un net recul de plus de 40% à la fin du mois de décembre. Rappelons que dès l'apparition du premier cas, le ministère de la Santé avait déjà pris les devants de la situation en mettant en place les dispositions nécessaires tant sur le plan préventif que sur le plan curatif. Pièce maîtresse de cette riposte et véritable pivot du dispositif médical, les techniciens des laboratoires ont mené avec professionnalisme les investigations et analyses pour connaître en temps réel le type de fièvre contracté par chaque patient pour définir en retour les traitements médicaux appropriés. Dans son intervention, le laboratoire du service d'urgence de l'hôpital Pelletier a précisé que le nombre de cas en baisse à la fin du mois de décembre. Auparavant, après l'analyse qu'il mène au quotidien, il a mentionné que dans le dispositif médical nécessaire, les techniciens ont mené avec professionnalisme l'investigation et toute analyse en temps réel. Parmi ces mesures, les urgences des hôpitaux ont donc bénéficié de l'augmentation des effectifs des personnels soignants ainsi que la dotation suffisante des médicaments et consommables en vue d'améliorer la capacité d'accueil et la prise en charge globale des fièvres à travers l'harmonisation des protocoles thérapeutiques. D'ailleurs, le major de l'urgence a mis l'accent sur la mobilisation de l'équipe du service de l'urgence face aux flambées de fièvre saisonnière dont la dernière a débuté au dernier trimestre 2022. Avec l'augmentation du nombre de cas avec symptômes, l'urgence s'est organisée d'une manière importante pour gérer la situation. Il a rajouté que le nombre de soignants a été augmenté ainsi que la dotation suffisante de médicaments. Et enfin, il a précisé que toute l'équipe travaille d'arrache-pied. Toutes ces bonnes dispositions ministérielles ont donc servi de levier pour une riposte efficace contre ces flambées de fièvre et ces résultats probants ont été obtenus grâce aux actions à haute intensité qui ont été menées par l'UNSPD dans le domaine de la prévention notamment à travers les opérations de destruction des gîtes larvaires, la pulvérisation spatiale et intradomiciliaire, mais également la distribution des moustiquaires imprégnés. Environ 2 mois et demi, on a eu une recrudescence d'une fièvre. Cette fièvre était en grande partie expliquée par ce qu'on appelle la grippe. La grippe, mais on avait aussi, d'après prélèvement par l'équipe de l'UNSPD, on a vu qu'il y avait aussi la dengue. Chez nous, aux urgences de Pelletier, on remarque qu'il y a des cas de paludisme aussi. Du coup, si je résume les causes de la fièvre, la plupart des cas sont une grippe. En second lieu, il y a le paludisme. Il y a aussi quelques cas de dengue. L'organisation des services des urgences avec l'équipe de la direction, c'est divisé en 3 parties, en ayant un œil très particulier sur le nombre de cas par jour.
Au début de cet épisode, on notait par exemple, comme chiffre, un exemple, de 8h du matin jusqu'à midi, les prélèvements qu'on prélevait uniquement étaient environ 100 et 110, uniquement de 8h à midi. Actuellement, les chiffres ont baissé, on peut dire jusqu'à la moitié. On se retrouve, à titre d'exemple, à des chiffres de 50-55 cas de fièvre aiguë uniquement dans la matinée. Puisqu'il y a des cas de dengue, premièrement, il faut éviter tout ce qui est anti-inflammatoire et tout ce qui est corticothérapie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dès qu'une personne a une fièvre, il faut qu'elle consulte l'hôpital le plus proche pour se faire dépister du paludisme, parce qu'il y a pas mal de cas de paludisme. Et troisièmement, éviter de propager, si vous avez des enfants ou des nourrissons à la maison, en se lavant régulièrement les mains. En raison des récents pluies, les personnels soignants redoutent une reprise des cas de fièvre. À l'heure actuelle, et à l'instar des urgences périphériques, le service des urgences de l'hôpital général Pelletier est tout à fait mobilisé pour répondre à toute émergence de fièvre. Dans l'actualité également, le siège du conseil régional d'Ali Sébi a abrité durant 3 jours un atelier d'information et d'échange sur le renforcement de l'apprentissage de la lecture avec les chefs d'établissement scolaires, les associations des parents d'élèves et les comités de gestion des écoles de base. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du projet de renforcement de la lecture dans l'enseignement de base, dont la mise en œuvre revient à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Il a pour objectif de présenter le projet et ses ambitions éducatives aux autorités locales et à l'inspecteur de la région et au chef d'établissement, de la région, notant que ce programme de renforcement de la lecture dans l'enseignement de base, appelé sous le sigle en anglais DIGRA, bénéficie d'un appui financier de l'USAID via le FHI 360. Il vise à améliorer les performances des élèves en lecture dans l'enseignement de base de la première à la 5e année dans le pays. Le représentant des pouvoirs publics dans la région, ancien professionnel de l'enseignement public, a souligné l'importance de cet atelier axé sur l'apprentissage de la lecture à l'école de base. Le renforcement de la lecture ne doit pas s'arrêter, a-t-elle dit, à l'école. Son accompagnement doit se poursuivre jusqu'au domicile familial avec l'encadrement des parents, a-t-il fait savoir. Écoutons un extrait du mot du préfet de la région d'Ali Sébi. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour marquer donc l'importance du sujet, parce que ça m'intéressait beaucoup. Surtout, on avait associé les 2 mots-clés qui m'ont attiré jusqu'ici aujourd'hui, c'est la lecture et le volet communautaire. Je ne vais pas faire tout un discours sur l'importance de la lecture à l'école, surtout dans l'enseignement de base, puisque c'est la base, et vous connaissez tous très bien l'importance de la lecture. Mais ici, dans cet atelier, j'espère bien que le renforcement de la lecture ne va pas seulement s'arrêter à l'école, mais aussi va concerner l'accompagnement des enfants à la maison et surtout l'inclusion des parents d'élèves dans l'apprentissage de la lecture. Ça, c'est une première. C'est quelque chose que dans l'éducation, à l'époque où j'étais à l'éducation, on avait beaucoup demandé aux parents. C'est d'aider, d'épauler l'enseignant dans les apprentissages de leurs enfants. Et j'espère qu'avec ce renforcement de capacité aujourd'hui, nous allons tirer profit de ce projet. Autre atelier, cette fois à Diki, l'atelier de formation vers une surveillance accrue des maladies animales prioritaires sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Le projet portant sur le renforcement des capacités et formations des agents auxiliaires pour les renforcements de santé animale est financé par la société allemande KfW, a organisé durant 3 jours un atelier de formation sur les maladies animales prioritaires au conseil régional d'Ali Sébi.
Une vingtaine des auxiliaires de l'élevage, des facilitateurs des champs d'école agropastoraux et les agents des services vétérinaires déconcentrés des régions du Sud ont largement profité des savoirs transmis lors de cette formation. Durant cet atelier, 5 maladies concernant la République de Djibouti sur les 9 prioritaires ont été profondément expliquées aux participants. Il s'agit de la peste des petits ruminants, de la fièvre de la vallée du Rift, de la fièvre afteuse, de la pneumonie contagieuse bovine et de la brucellose des petits ruminants et bovins. Cette formation est principalement destinée aux agents communautaires afin d'améliorer la prestation des services de santé animale dans les régions et de pallier à l'absence de la couverture vétérinaire en zone rurale. L'amélioration de la prestation des services vétérinaires sera un atout pour protéger les actifs des éleveurs et mieux se préparer à faire face aux risques sanitaires. Écoutons le sous-directeur régional de l'agriculture, Ali Mohamed Hadi. Eh bien, le sous-directeur régional Dobok a remercié le préfet, le président du conseil régional et a souligné l'importance de cet atelier. La sous-direction régionale sportive d'Obok a organisé hier des tournois intitulés Futur talent d'Obok, mettant en valeur le football, le volleyball et le handball. Cette compétition a pour but d'identifier et de former les futurs athlètes de ces sports. Les équipes de football étaient composées de 12 clubs, filles et garçons, le handball est de 6 clubs et enfin le volleyball, 8 clubs. L'occasion était de montrer les compétences et d'être potentiellement sélectionné pour des futures compétitions nationales et régionales. Ce tournoi a été organisé sous la participation officielle du préfet de la région, Abdul Malik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismaël, le coordinateur du sport du secrétariat d'État au sport, le colonel de la police, ainsi que les différents hauts cadres de la ville de Bok. L'objectif est d'encourager et de soutenir la participation des filles au sport. L'ensemble des membres de la communauté sont fortement mobilisés pour accueillir les futurs talents ayant envahi le complexe pour assister au match d'ouverture et le défilé des clubs tant attendus. Un accueil témoignant de l'efficacité de la sous-direction dirigée par le grand Ali Hassan Mériké, sous-sobriquet de Ali Bacha, qui de passage a remercié le préfet, le président du conseil régional et le président de la jeunesse de Bok pour leur appui constant dans l'organisation des activités sportives. Dans son intervention, le sous-directeur régional sportif de Bok, Ali Hassan, a d'emblée remercié le préfet, le président du conseil régional et le président de la jeunesse de Bok, Moussa Hassan Haïsama, pour leur appui constant dans l'organisation des activités sportives. Il a souligné que cet événement sportif est l'occasion de montrer les compétences et d'être potentiellement sélectionné pour des futures compétitions nationales et régionales. Il a par la suite rappelé l'objectif de ce genre de concours et donc d'encourager et de soutenir la participation des filles au sport. Écoutons un extrait de l'intervention du président du conseil régional de Bok, M. Mohamed Ahmed Ismaël. Venir assister au lancement des tournois sportifs intitulés d'un futur talent. Donc c'est que c'était dans cet après-midi l'événement qui nous réunit ici. C'est comme vous le voyez, il y a beaucoup des enfants qui sont jeunes, des minimes, des cadets, qui sont là pour participer à ces tournois-là. Et à l'issue de ces tournois, il y aura dans chaque discipline, il y aura une équipe qui sera formée et cette équipe sera l'élite dans cette discipline. Donc le préfet et moi, nous sommes venus ici pour apprécier ce travail qui est fait
À cet égard, donc, je félicite d'abord le secrétariat d'État au sport qui appuie la sous-direction. Je remercie également la sous-direction régionale du sport, alliée à son équipe, qui ont fait un travail remarquable. Comme vous le voyez cet après-midi, le complexe plein de jeunes, donc c'est une grande ambiance. Donc nous, en tant que conseil régional, comme d'habitude, nous sommes à côté de la jeunesse, nous sommes à côté dans du milieu sportif et Inch'Allah, on va faire un partenariat avec le secrétariat pour donc rehausser le sport au Bokoa. Et ça, ce n'est qu'une première étape. Donc j'invite donc la sous-direction à s'attaquer également à d'autres disciplines comme la natation aussi et sport phare de Bok et athlétisme aussi. Donc il faudra que cette région retrouve donc l'image qu'elle avait, l'image sportive qu'elle avait il y a longtemps. Je vous le disais en titre, au moins 19 personnes ont trouvé la mort et 21 blessés la nuit dernière donc, lorsqu'un bus est entré en collision avec un camion dans le nord de l'Ouganda. C'est ce qu'a déclaré hier la police ougandaise. La tragédie s'est produite près de la ville de Kamdini, sur l'autoroute reliant la ville de Goulou au nord à la capitale Kampala, où le bus est entré en collision avec un camion qui déchargeait dans un centre commercial. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.